dos, tres, cuatro, clap. La production alimentaire, c'est un des grands défis du XXIe siècle, de par ses aspects liés à la transition écologique, mais aussi la soutenabilité de la production agricole. Que ce soit la désertification des sols, la perte de la biodiversité ou l'épuisement des ressources en eau, il est devenu consensuel que le passage à un nouveau mode de production alimentaire est une nécessité, au-delà de décentraliser ou pas décentraliser. Il se trouve que dans l'extrême majorité des cas, la relocalisation de la production à proximité des lieux de consommation accompagne, favorise cette transition. En effet, en finir avec la dissociation des terres entre des espaces dédiés à la production et les autres présente plusieurs avantages. Premièrement, avoir une production alimentaire proche de son lieu de consommation permet au consommateur de mieux surveiller les conditions de production de sa subsistance. Ainsi, il sera d'autant plus renseigné sur ce qu'implique son mode de consommation et sera moins dupe de l'impact qu'il peut avoir. Elle lui permettra également d'être plus conscient des efforts qu'il peut demander aux producteurs et les effets de ceux-ci sur les conditions de production. Par exemple, il pourra se rendre compte matériellement des conséquences d'une réduction des prix sur les méthodes de l'agriculteur, un débat qu'on entend souvent. Ceci sera encouragé par la relation personnelle que peuvent nouer le producteur et le consommateur, s'ils sont proches physiquement, géographiquement, créant les conditions d'une négociation, les responsabilisant tous deux dans la gestion de l'alimentation. D'ailleurs, la question, c'est est-ce qu'on peut le faire sans être proche géographiquement? Ça, c'est une autre question qu'on avait abordée la dernière fois. Également, le consommateur aura alors un intérêt direct à la préservation des sols et de la biodiversité. En effet, son mode de consommation aura un impact direct sur son lieu de vie au quotidien et il ne pourra en exporter les conséquences pratiques à des centaines ou milliers de kilomètres. C'est sa terre, sa vie, ses proches qui seront impactés par ses choix de nutrition. Il diminuera les barrières entre sa culture, la société et la nature, si on reprend la distinction de Descola, à la base de la responsabilité humaine dans l'effondrement du vivant, selon lui. Ou plutôt de sa déresponsabilisation vis-à-vis de la préservation de ce qu'il a englobé dans la catégorie de nature, par opposition à son mode de vie. La production sera également plus résiliente, car mieux répartie au sein de l'espace. Forcément, il y aura des petits îlots un petit peu partout, ce qui limitera la dépendance de grandes parties de la population à un espace productif localisé et donc réduira le risque de catastrophe dans le cas où cet espace localisé se trouve compromis. Les systèmes d'approvisionnement en nourriture sont d'autant plus faciles à décentraliser que c'est une activité qui a, pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, été réalisée de manière totalement autonome. C'est sans doute dans ce domaine que nous tenons souvent pour acquises des innovations incroyables, venant du fond des âges, mais qui permettent de se nourrir quotidiennement tout en ayant du temps à allouer à d'autres tâches. Que ce soit l'agriculture, l'élevage, la domestication d'animaux tels que le chien, le cheval ou le bœuf, la connaissance accumulée dans la conservation ou la sélection au travers des millénaires des variétés végétales ou animales produisant le plus de calories parmi l'infinie variété du vivant, nous sommes héritiers de millions d'années de technologies d'alimentation autonome. Il est donc d'autant plus surprenant de se voir rendre dépendants deux grandes organisations de production de nourriture concentrant des moyens agricoles. Même si le modèle d'exploitation coopérative est fortement présent dans le monde agricole du fait de l'héritage autonomiste dans ce domaine, avec notamment en France la structure juridique du groupement agricole d'exploitation en commun, les GAEC, on a pu voir apparaître de très grands propriétaires terriens concentrant et industrialisant la production alimentaire de féculents, fruits, légumes ou de produits animaux. En plus de créer un déséquilibre de rapport de force entre ce grand propriétaire et le reste de la population, la concentration des terres diminue la qualité de la nourriture produite, car l'étendue de ses possessions oblige ce dernier à utiliser des techniques industrielles, ce qui implique de standardiser la terre et le vivant y habitant pour pouvoir y appliquer un traitement normalisé. En effet, réduire la quantité de travail nécessaire à produire de la nourriture de manière à ce que cette quantité soit gérable par un nombre de personnes plus réduit a nécessité, historiquement, d'uniformiser les pratiques de culture afin de pouvoir les automatiser et les répliquer, souvent sous forme de machines. Mais pour que cette automatisation puisse s'appliquer en tout lieu, il est nécessaire que sa cible, le champ, les arbres ou les animaux,
sur lesquels elle sera utilisée n'aient pas des caractéristiques trop différentes, et donc de les transformer ou choisir afin qu'ils soient le plus uniformes possible. Cette uniformisation réduira mécaniquement la diversité des plantes disponibles et les rendra plus vulnérables donc aux maladies et parasites qui pourront s'étendre d'autant plus facilement qu'il leur suffit, tout comme les systèmes d'automatisation du travail et du fait de la standardisation de leurs cibles, de s'adapter à attaquer efficacement une seule des parties pour être adapté à répliquer le même procédé à la totalité. Les techniques chimiques pour tuer artificiellement ces parasites, ajoutées à la perte de diversité liée aux monocultures, sont la quasi-totalité du temps le résultat de ce mode d'exploitation et ont pour conséquence l'appauvrissement des sols et à moyen long terme leur désertification. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faille retourner au monde rural post-20e siècle qui, s'il était riche par rapport aux standards préhistoriques, n'est pas un but enthousiasmant par rapport à nos standards de vie actuels, même si c'est un débat. Si un débat peut avoir lieu sur la nécessité pratique ou pas d'avoir standardisé les pratiques agricoles au cours du XXe siècle, à ce moment-là, est-ce que c'était le bon choix? Oui, non, ça c'est un débat. De nombreuses techniques ont maintenant été découvertes, et bien souvent redécouvertes, pour cultiver des champs sans faire appel à des techniques industrielles comme la permaculture, l'agroforesterie et en général les techniques d'agriculture durable. Ces techniques sont déjà défendues et bien documentées par un certain nombre de groupes professionnels ou politiques et s'implantent de plus en plus profondément dans les modes de production agricole. Un effet politique secondaire de ces techniques est qu'elles offrent la possibilité de revenir à un paradigme où la propriété foncière et agricole n'est plus concentrée dans des grands agrégats et peut au contraire se répartir dans un nombre important de petites propriétés, tout en ne revenant pas à la vie exténuante de la ruralité traditionnelle, de laquelle beaucoup de personnes, en pratique, ont fui par le passé. Des mécanismes de redistribution de la terre sont nécessaires afin que ces techniques de petites agricultures puissent être appliquées plus couramment, voire demain devenir la norme. La technique utilisée par le passé dans ce but, de la répartition des terres, de la redistribution des terres, c'est la réforme agraire, c'est-à-dire l'expropriation de grands propriétaires terriens. Une autre méthode qui pourrait permettre de parvenir au même résultat, peut-être plus harmonieusement, peut-être moins efficacement, c'est un débat, mais ça pourrait être plus banalement des incitations fiscales à la vente à prix réduit, plus ou moins importantes selon la taille de l'exploitation, ainsi que l'interdiction de posséder plus d'un certain nombre d'hectares de manière directe, ce qui aurait également pour conséquence de faire baisser les prix du foncier et le rendre plus accessible, puisque en fait, les grands propriétaires seraient obligés de vendre. Afin d'encadrer cela avec une règle simple, on peut envisager d'ajouter à ces mécanismes une limite maximale en termes d'hectares que pourrait demander une personne physique, directement ou indirectement. Une espèce de chiffre simple que tout le monde pourrait comprendre. Ça ne rendrait pas les choses parfaites, car ça serait bien évidemment contourné, par exemple avec des regroupements comme des familles, des groupes d'intérêts locaux. Il y a tout un tas de façons de contourner cela, mais cela posera au moins un garde-fou pour éviter des concentrations de terres trop importantes, une espèce de limite basse. Mettre une règle simple et facilement vérifiable évitera également les ententes, locales ou non, que l'on peut voir des fois entre des groupes d'intérêts locaux et les organismes chargés de la régulation des terres. En France, l'attribution des terres est encadrée par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER. Mais de nombreux journalistes et observateurs ont mis en évidence leur parasitage par des groupes locaux dominants, et bien souvent membres du syndicat FNSEA, la Fédération des syndicats agricoles majoritaires, ce qui empêche l'installation de nouveaux exploitants qui ne sont pas issus du milieu agricole. Comme remarqué, donc il y a plein de documentaires là-dessus, mais Antoine de Lambardon et Benoît Grimont-Prez dans Les freins juridiques à la transition agroécologique, différents articles de Mediapart. Si on préfère l'audiovisuel, il y a une émission sur France 3, Pièce à conviction, du 18 janvier 2017. Enfin, voilà, mais c'est des exemples, et en fait il y en a plein, des documentations sur les affaires. Ça a également été remarqué par la Cour des comptes, de manière plus officielle, dans un rapport de 2014, qui écrit que les SAFER sont très contrôlés, je cite, très contrôlés par le monde agricole, notamment par le syndicat majoritaire. Dans ce cas, il est intéressant de noter que le but du rapport, c'est pas forcément, c'est pas forcément la même chose, la redistribution des terres, c'est de légitimer, dans ce cas-là, une reprise de contrôle par une administration d'État, des SAFER, donc de substituer la distribution des terres d'une administration à une autre. On peut ainsi douter du fait que le passage d'un pouvoir d'une organisation à une autre encore plus centralisée réduise les conflits d'intérêts dans l'attribution des terres.
Au lieu de déplacer le problème, on pourrait défendre que la solution ne serait pas dans la recentralisation, mais au contraire dans la démocratisation des affaires, en les simplifiant et en ouvrant la gouvernance à tous les habitants des communes administrées, en y comprenant d'ailleurs les non-agriculteurs ou leurs représentants, c'est un débat, qui doivent également avoir leur mot à dire sur l'organisation de leur espace de vie, si on veut que ça devienne un espace de vie et pas seulement un espace de production. La production agricole moderne se caractérise par l'utilisation de techniques et de machines. Euh, Elles ont différents niveaux de complexité et peuvent aller de la fourche à la charrue, en passant par le tracteur, voire des hautes technologies. Reprenant les réflexions faites dans un autre chapitre de ce texte récité, conférences, livres, etc., décentraliser les machines et technologies, dont on parlera dans une prochaine fois, il convient de rendre les agriculteurs plus autonomes dans leur relation à la technique que possible, le plus autonome possible. Toutes les machines ne pouvant s'entretenir localement devraient fournir une preuve formelle qu'il n'y a aucun moyen technique de faire autrement. Un exemple classique dans ce domaine sont les tracteurs connectés, ça c'est très très classique, vendus comme soi-disant s'auto-entretenant et pouvant exécuter des actions de manière du coup autonome, mais mettant en réalité leurs possesseurs à la merci des fabricants. Certains de ces derniers, comme l'américain John Deere, je crois que ça se prononce comme ça, John Deere, en ont alors évidemment profité, dès que quelqu'un est dépendant d'une autorité centrale, pour faire chanter les agriculteurs, rendant obligatoire des mises à jour payantes sous peine de désactivation en invoquant des raisons de sécurité, différents types de sécurité. Bien entendu, en plus du fait que les tracteurs motorisés sont une technologie maîtrisée et fonctionnant parfaitement depuis plus d'un siècle, il existe, si on veut tout de même se moderniser, si on veut vraiment pousser la chose, des moyens techniques de rendre les tracteurs autonomes et sûrs sans forcément les connecter à un serveur distant. Il y a des techniques pour ça. Donc ce n'est pas du tout un choix entre la modernité contrôlée centralisatrice, enfin la mise à jour technique et voilà, la tradition, enfin, ce qu'on faisait avant, ne rien changer. Ce n'est pas du tout aussi binaire. La plupart des graines OGM ont un mécanisme surnommé Terminator, qui empêche les graines de la seconde génération d'être fertiles, ce qui a obligé les agriculteurs à racheter quelque chose qui était auparavant gratuit, les graines. L'exemple emblématique de cette technologie, c'est le coton BT, vendu par l'entreprise américaine Monsanto, notamment en Inde, parce que c'était leur plus gros marché. Ceci a rajouté à leur prix exorbitant. En 2008, le coton BT était estimé par le Daily Mail à 10 pounds pour 100 grammes contre 10 pounds pour 100 000 grammes pour le coton normal, a été notamment la cause du suicide d'un nombre de fermiers importants ne pouvant assumer leurs obligations financières, parce que forcément ça a joué dans leur compte, estimé en 2008, toujours par le Daily Mail, à 125 000 en Inde. 125 000 suicides. Et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que pour 125 000 suicides, eh ben, on a 10 fois plus qui sont dans des... beaucoup plus que 10 fois plus, 10, 20, 30, 40 fois plus, qui sont dans des situations précaires, ou très précaires. Et 1000 par mois, selon le ministère de l'Agriculture indien, en chiffres officiels. Il faut noter que la Cour suprême indienne a invalidé en 2018 le brevet sur le coton BT détenu par Monsanto, autorisant d'autres entreprises à le commercialiser sans payer de licence à Monsanto. Ce qui, à défaut de libérer les agriculteurs de ce système, des entreprises productrices, libère au moins le pays de prélèvements étrangers et améliore tout de même la situation en baissant globalement les prix par le mécanisme classique de la concurrence. Les agriculteurs ont adopté cette plante car elle synthétisait automatiquement une toxine, le Bacillus thuringiensis, bref, un insecticide qui était censé, un insecticide disons, qui était censé lutter contre la noctuelle, un ravageur du coton. Au-delà des débats sur son efficacité ou inefficacité, si vraiment ça a lutté contre ça ou pas, etc., opposant ONG, scientifiques, États et surtout lobbyistes des entreprises de production, on peut affirmer qu'il est aujourd'hui plus difficile pour un agriculteur indien de revenir en arrière, car la massification du coton BT a créé des résistances chez les insectes ravageurs, intensifiant le problème qu'il était censé réduire. L'Atlas des pesticides 2022, réalisé par des associations et fondations écologistes, les Amis de la Terre, la Fondation Heinrich Böll et Pesticide Action Network, estimait qu'en 2018, les fermiers indiens dépensaient en insecticides 37% de plus d'argent
par hectare qu'avant l'arrivée du coton BT. Donc ça veut dire que même en utilisant du coton BT, ils dépensent maintenant plus d'insecticides. Ces pesticides sont parce que les ravageurs se sont adaptés et sont devenus plus résistants encore. Ce qui a un lien d'ailleurs avec la monoculture, hein. Enfin, ce n'est pas des choses indépendantes. Ces pesticides sont également un facteur de dépendance fort à des organisations productrices, dans la mesure où il est nécessaire d'en racheter à chaque récolte pour ne pas la voir être dévorée par des insectes. Cette dépendance est entretenue, comme on a vu, les insectes développent des résistances aggravant le problème, mais aussi car la présence de pesticides a favorisé la propagation et l'utilisation de végétaux qui, n'ayant pas besoin de déployer des efforts pour résister aux parasites, pouvaient avoir d'autres avantages, comme des récoltes plus abondantes ou un type de production en particulier localisé et voulu, planifié, même si ce n'est pas toujours le cas. Plus on les utilise, plus on en a donc besoin, et donc plus on devient dépendant de l'industrie chimique et biotechnologique, alors que dans ce domaine, comme dans les autres, il existe des techniques non chimiques et locales pour repousser les parasites. A contrario, de nouvelles technologies comme l'agrivoltaïsme, des panneaux solaires coulissants permettant de récupérer de l'énergie solaire tout en protégeant les plantes d'une trop forte exposition, peuvent favoriser une autonomisation des agriculteurs. Comme j'ai dit, ce n'est pas la technique ou pas la technique. Même si le problème des fabricants peut quand même également se poser, les fabricants de panneaux agrivoltaïques. De manière générale, plus les fabricants sont locaux, petits, liés aux agriculteurs qui les utilisent, moins la dépendance est forte et plus le potentiel d'automatisation, d'autonomisation se réalisera. Dans les exemples précédents, nous nous sommes focalisés sur l'aspect des dépendances, sans discuter des conséquences nocives sur la santé et l'environnement de ces solutions technologiques, comme l'extinction des insectes pollinisateurs causés par les pesticides, ainsi que leur dangerosité en général sur la santé humaine. On a parlé d'un point de vue pur producteur. À l'instar des substances émises par les OGM, c'est quand même une plante, le coton BT, qui produit un insecticide, donc bon, on peut se demander, hein, dont un des rôles est de produire cette protéine insecticide qui, si elle lutte sur les parasites, peut aussi s'attaquer aux cellules des humains les consommant. C'est pas fou de penser ça. De plus, leur efficacité va déclinant, car comme on l'a vu, les insectes évoluent et s'habituent à résister aux substances actives, comme l'explique le département de l'agriculture des États-Unis. Donc il y a des rapports, j'ai plein de liens sur la feuille que je vous partagerai. Et elles ne sont pas efficaces contre tous les insectes, car ce n'est pas toujours. Car si on reprend l'exemple du coton BT, il ne protégeait que de la noctuelle. Et il n'empêcha donc pas, par exemple, la perte de 75% des récoltes de l'État indien du Pendjab en 2015 à cause d'attaques d'Alerode, la mouche blanche, qu'on appelle plus communément la mouche blanche. Ceci oblige les agriculteurs à combiner ces pesticides avec d'autres méthodes et parfois même avec d'autres pesticides. En réalité, si on va au-delà de l'exemple, le problème est structurel, car le modèle économique impliqué par ces techniques peut pousser les organisations productrices à renforcer la dépendance des producteurs de différentes manières, plus ou moins élaborées, afin de pouvoir leur vendre plusieurs fois ces produits. Ils ont un intérêt objectif à rendre les producteurs dépendants, et ce même si ça doit coûter la santé physique ou sociale des producteurs ou consommateurs. Afin d'atténuer ce phénomène, pour les machines nécessitant une fabrication par une organisation extérieure, il est indispensable de focaliser la recherche sur leur simplicité technique et sur le développement de la résilience et de la repérabilité des outils techniques, la réparabilité des outils techniques. Plus les machines seront simples, plus il sera facile de les produire par des organisations qui pourraient être d'autant plus locales et petites que la complexité technique sera moindre. En effet, moins le degré de sophistication et de formation nécessaire sera grand, plus le nombre de personnes capables de les maîtriser sera important, mécaniquement, et donc plus il sera statistiquement possible de trouver des personnes capables de les fabriquer dans une zone donnée. Les agriculteurs pourront alors avoir des liens plus proches avec ces organisations, dont ils pourront côtoyer plus facilement les membres, voire en maîtriser une partie des techniques de production eux-mêmes, voire, rêvons, peut-être les maîtriser toutes. La même réflexion s'applique à l'entretien, qui sera d'autant plus local et autonome à mesure qu'il sera aisé et facile à faire. Plus on rendra les outils et machines complexes réparables localement, plus les agriculteurs seront autonomes par rapport à leurs fabricants. Ils pourront acheter en une fois et puis ensuite réparer pendant 50 ans. Et donc forcément, le rapport de force sera un peu moins à l'avantage du fabricant, voire peut-être s'inversera.
Nous avons parlé précédemment de la dépendance aux distributeurs dont pouvaient être victimes les PME, au point, enfin précédemment, donc dans un chapitre précédent, au point que dans ce chapitre précédent, on citait un rapport de l'Assemblée nationale française qui a introduit la notion de dépendance économique, une notion juridique qui dit que bah, ah, tiens, cette PME, elle est dépendante économiquement de ça, notamment pour les distributeurs qui rendent dépendants en fait, bah, les producteurs ou les transformateurs bah, de la distribution. En disant bah, si jamais tu ne m'obéis pas à mes conditions tarifaires, et bah, je ne vends pas en fait ton produit, et du coup, ils peuvent faire un chantage de cette manière. De manière générale, un prix se décompose entre la partie qui revient au producteur, la partie due à la transformation, et la partie qui revient au distributeur. Producteur, transformateur, distributeur. Le problème vient du fait que dans la plupart des pays, les producteurs sont atomisés par rapport aux autres et ne peuvent faire valoir leurs droits. C'est le cas en France, où l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires répertorie 390 000 fermes indépendantes qui doivent négocier avec 331 entreprises de transformation représentant 80% de la valeur ajoutée et 9 enseignes de distribution représentant 63% des ventes de produits alimentaires. Les petits commerces de transformation et de distribution existent. Ils représentent les autres, les 20% de valeur ajoutée restants pour la transformation, qui correspondent à des micro-entreprises et PME, regroupant des petits artisans comme des boulangers, bouchers, fromagers, etc. Et les 37% de ventes de produits alimentaires restants sont des points de vente locaux qui n'appartiennent du coup pas à ces 9 enseignes dominantes. Il y a un joli schéma sur le document. Ces problèmes n'existent pas quand la consommation et la transformation est locale, ou existe moins, car alors les distributeurs deviennent un intermédiaire plus facilement contournable déjà par la vente directe, du producteur ou transformateur au consommateur. C'est une question de degré. En général, plus il y aura de communautés alimentaires autonomes telles que décrites précédemment, et moins ce problème sera présent. Les transformations et distributions locales sont parfaitement possibles et de fait existent déjà à un certain pourcentage de l'activité, comme on a vu précédemment. De plus, un grand nombre de ces transformations effectuées pour permettre le transport sur de longues distances, comme les conservateurs ou les emballages, seront économisés. Donc il y aura moins de travail en plus à faire au total. Pour le formuler dans les termes économiques, les circuits courts favorisent la désintermédiation et donc augmentent drastiquement le pouvoir de négociation des producteurs. En attendant l'instauration de cet horizon, qu'on détaille, qui est détaillé dans une autre partie, tactique pour obtenir des organisations indépendantes financièrement, il est difficile de traiter d'égal à égal quand ces organisations sont de tailles différentes. Il est donc nécessaire, à court terme, que les 390 000 fermes se regroupent en une ou plusieurs grandes coopératives ou structures à l'échelle nationale, voire européenne, afin de pouvoir vendre leurs produits sur un pied d'égalité, en tout cas moins en inégalité. On peut d'ailleurs être tenté de leur appliquer le même modèle que pour la coopération maritime, un groupement de marins qui permet de faire valoir leurs droits par rapport aux consommateurs ou aux transformateurs. Comme documenté, ces organisations se doivent d'avoir un fonctionnement démocratique, simple, permettant à chacun de participer et prévenant un groupe de prendre l'ascendant en court-circuitant les producteurs et finissant par ne plus agir en fonction de leur intérêt, ce qui a pu arriver par le passé. Enfin, il est de toute manière nécessaire de rendre l'agriculture plus locale dans sa production et transformation, ainsi que moins industrialisée et dépendante aux machines, et pour cela d'augmenter le nombre de personnes dédiées à l'agriculture, mécaniquement. Nos sociétés étant caractérisées par le chômage de masse, ce n'est pas forcément un problème de nombre de personnes disponibles, mais de vocation. Peu rémunéré et difficile, le métier de producteur alimentaire suscite une crise des vocations, comme ce n'est pas le seul métier d'ailleurs. Néanmoins, une meilleure rémunération et donc valorisation du producteur est parfaitement possible. La fondation Utopie calcule qu'une baisse des revenus de 2,6% des transformateurs et de 1,7% des marges des distributeurs, donc pas des revenus mais des marges, de l'argent qu'ils gagnent en prix de vente moins prix de revient, et une augmentation des prix de 0,7% pour le consommateur résulterait en une augmentation des revenus des agriculteurs de 10%, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. La répartition actuelle est le résultat d'un rapport de force. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont plus nombreux, mais c'est parce qu'ils ont moins de valeur ajoutée que le reste. La répartition actuelle est le résultat d'un rapport de force. La Fondation Utopie donne des variations de partage du prix de vente raisonnable si on reste dans un système où on sépare les lieux de production et les lieux de consommation. Donc,
Si on fait comme on fait maintenant et qu'on fait varier les chiffres, alors mathématiquement, il va se passer ça. Néanmoins, si les producteurs transforment les aliments eux-mêmes ou par leur entourage proche et les vendent directement ou presque aux consommateurs, je dirais quand et s'ils le font massivement, on peut imaginer des rapports de force bouleversés, conduisant à des revenus ainsi qu'à de la reconnaissance bien supérieure. C'est la perspective d'une vie meilleure qui a déclenché l'exode rural. La même chose peut déclencher l'exode urbain. Également, une grande partie de la population est actuellement retenue par une urgence à court terme, gagner de l'argent afin de s'acquitter d'un ensemble d'obligations. Cette obligation les force parfois à réaliser de nombreux travaux ne présentant pas toujours, mais des fois si, une forte valeur ajoutée pour la société dans son ensemble, par l'urgence. Un revenu universel, dont on discute aussi dans un autre chapitre et peut-être une autre conférence. On en discutera l'intérêt, la possibilité pratique et les conséquences. Mais en tout cas, sur ce domaine-là, ça aurait l'avantage, un des avantages serait de libérer les mains de tous ces gens qui sont dans l'urgence financière à court terme et les encouragerait, favoriserait ce retour à la terre. Ce serait un argument de plus, ce ne serait pas un déclencheur, mais ce serait un argument de plus avec les autres choses. Voilà, et pour terminer, un contre-argument régulièrement confronté à l'agroécologie, la permaculture et la décentralisation de la production, bref, ce modèle qui est souvent présenté, c'est la question de l'espace. L'espace qui ne serait pas disponible en quantité suffisante pour soutenir ce modèle. Mais en fait, c'est un faux problème, parce que en réalité, cette baisse de la, entre guillemets, productivité par travailleur a historiquement eu, au contraire, pour conséquence d'augmenter la productivité par surface, et donc de diminuer les terres nécessaires pour la production alimentaire. En général, c'est plus s'il y a moins de monde qu'on a besoin de plus de terres que s'il y a plus de monde que s'il y a plus de monde. Quand il y a plus de monde, en général, on a besoin de moins de terres, puisque la terre est exploitée de manière plus intensive et plus durable. De manière générale, plus le nombre de travailleurs est élevé, plus la productivité par surface est importante. C'est un fait. Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation pour 2 mandats successifs, de 2008 à 2014, démontre en 2010, dans son rapport Agroecology and the Right to Food, que l'agroécologie permettrait de doubler la production alimentaire de régions entières en 10 ans, tout en réduisant la pauvreté rurale et en apportant des solutions au changement climatique. Ce n'est d'ailleurs pas uniquement valable pour ce type de technique. Si on veut opposer un modèle qui aussi permettrait ça, mais qui est un tout autre modèle, mais qu'on peut opposer, enfin, je ne sais pas si on peut l'opposer, ça va dans le même sens d'un côté, mais ça va dans un autre sens de l'autre. Ce modèle des Pays-Bas, qui ont un modèle ultra-productiviste, rigoriste, organisé, avec des immenses serres sur plusieurs étages, extrêmement bien alimentés, et qui permet à ce pays de la taille d'une région française d'être le 2e exportateur mondial de produits alimentaires, juste derrière les États-Unis. Ce modèle existe aussi. Mais sans aller jusqu'à cet extrême, le modèle d'une agriculture, d'une production intensive locale, induit par la fusion de lieux de production, transformation et consommation, s'il dissémine la production dans des espaces beaucoup plus variés, aura globalement pour conséquence directe de réduire le nombre d'hectares exploités et donc de reconstituer le vivant. D'ailleurs, sans avoir le problème des Pays-Bas qui est d'avoir un seul point que si jamais ça ne marche pas, eh bien on n'a plus d'aliments. Ça, c'est un problème qui n'est pas présent dans le modèle décentralisé, en plus, bien sûr, des avantages politiques, de redistribution et d'égalité. Nous avons donc, pour conclure en une phrase, tout à gagner à la décentralisation de l'agriculture, en termes de soutenabilité, d'écologie, de santé, de réduction des inégalités et, en général, de bonheur.